Bismillahirrahmanirrahim. J'ai le plaisir de présider le jury qui est composé de Madame Hayat Moumni, encadreur, Monsieur Abdelakir Khamam Chako, encadreur, Mohamed Chtibi, examinateur, et Mohamed Atman, examinateur. Donc, la soutenance d'aujourd'hui, c'est une soutenance de doctorat 3e cycle, domaine sciences et techniques, génie et procédés, qui sera présentée par Warda Kherati. Le thème, le titre de cette thèse, étude expérimentale et optimisation des paramètres d'électrodéposition des couches minces cobalt-argent en utilisant la méthodologie des plans d'expérience. Donc vous avez le temps qu'il faut pour présenter votre travail. Merci Monsieur le Président, Madame, Messieurs les membres du jury. Donc d'abord je vous souhaite la bienvenue, vu les circonstances du confinement. J'espère que tout va bien pour vous et vos familles. Donc avant de présenter, je vous rappelle, monsieur, le thème de recherche sur lequel je travaille. Étude expérimentale et optimisation des paramètres d'électrodéposition des couches minces cobalt-argent en utilisant la méthodologie des plans d'expérience. Ce travail a été effectué au laboratoire d'analyse industrielle et génie des matériaux sous la direction du professeur Moumi Hayat et du professeur Mecha Abdelakir. Ce travail est structuré comme suit. Commençons par une introduction avec objectif de l'étude, suivi par la procédure expérimentale, présentation des résultats et enfin une conclusion avec perspective envisagée. La nanotechnologie, c'est une grande ressource pour étudier la matière à l'échelle nanométrique et d'intégrer de nouveaux matériaux et dispositifs dans divers domaines. Depuis 2010, les nanomatériaux sont devenus une réalité industrielle avec des enjeux économiques importants. Notre étude porte sur les nanomatériaux de belles dimensions, telles que les couches minces nanostructurées. Une couche mince est un dépôt de quelques nanomètres à quelques micromètres, voire millimètres, déposé sur un substrat avec pour objectif soit d'apporter une nouvelle fonctionnalité aux matériaux du substrat, soit de créer une fonctionnalité propre aux matériaux déposés. Une couche mince peut être métallique, céramique ou polymère. Son arrangement atomique à l'échelle nanométrique est présenté par la micrographie mètre. Elle peut être monocouche de composition bien définie ou multicouche de composition différente. Elle peut être caractérisée par son épaisseur, son état de surface et ses propriétés fonctionnelles. Les couches minces, les matériaux sont appliqués sous forme de couches minces afin d'obtenir des propriétés inaccessibles et coûteuses avec un matériau massif. C'est pour aussi améliorer et créer de nouvelles fonctionnalités et aussi dans le cas de matériaux artificiels impossibles à élaborer sous forme massive. La réduction de l'épaisseur des couches minces produit des effets de surface et d'interface qui sont à l'origine de nouvelles propriétés spécifiques. Ainsi, les couches minces sont des systèmes appropriés pour diverses applications technologiques. Donc, on les trouve comme des couches anti-corrosion dans le domaine chimique, des couches décoratives comme les objets de luxe, et dans le domaine mécanique, on les trouve sous forme de couches durcissantes ou abrasives lubrifiantes pour les dispositifs à engrenage. Elles sont aussi utilisées en couches optiques ou techniques dans le domaine de l'électronique. Dans le domaine biomédical, elles sont utilisées comme couches des matériaux biocompatibles, par exemple en l'utilisant pour la protection des prothèses et des lentilles dans le corps humain. Le processus d'électrodéposition est une méthode d'élaboration qui est simple, efficace, appliquée à l'échelle industrielle. Les propriétés des couches minces élaborées sont fortement sensibles à la méthode et aux conditions d'élaboration. Donc ce processus est affecté par plusieurs facteurs. On a des facteurs qui sont contrôlables, qu'on peut gérer et contrôler, comme la nature et l'état de surface du substrat. Comment? Non, mais je peux
Donc, il y a plusieurs facteurs qui affectent le processus d'électrodéposition. Il y a des facteurs qui sont contrôlables, qu'on peut gérer et contrôler, comme la nature et l'état de surface du substrat, la nature et le bain la composition du bain, le potentiel appliqué, le temps de l'électrolyse. Il y a aussi des facteurs qui sont incontrôlables ou difficilement contrôlables, comme par exemple l'incertitude des appareils de mesure comme le pH-mètre et le thermomètre. Les facteurs mesurables de sortie sont tout un ensemble de caractéristiques. Par exemple, dans le domaine mécanique, peut-être la microdureté, la rugosité ou l'adhésion, et aussi des caractéristiques que ce soit structurales, morphologiques, catalytiques, magnétiques et optiques. L'électrodéposition est un procédé complexe et multiparamétrique. L'optimisation et l'amélioration de sa performance exigent une approche appropriée, qui peut être assurée par la mise en œuvre des techniques statistiques de conception expérimentale. Donc l'objectif de notre étude est de bien comprendre les mécanismes de formation des couches minces COAG et d'évaluer statistiquement l'influence relative des paramètres d'électrodéposition et leur interaction mutuelle sur les propriétés des couches élaborées. Et finalement, de modéliser les fonctions d'intérêt afin d'établir une corrélation entre les conditions expérimentales et les propriétés des couches minces COAG électrodéposées. Donc, on a utilisé ce dispositif expérimental pour l'élaboration des couches minces COAG. C'est un montage classique à deux électrodes qui est branché à un générateur de tension. Bien sûr, une anode en graphite et une cathode en cuivre. La composition et les paramètres opératoires des bains utilisés sont résumés dans le tableau suivant, et ainsi trois bains avec trois rapports molaires différents, 1, 8 et 15, sont préparés et utilisés. Pour l'étude de la cinétique du processus d'électrodéposition, le dispositif expérimental utilisé dans ce cas est composé d'une cellule d'électrolyse à 3 électrodes qui est branchée à un potentiostat 273 du laboratoire d'analyse industrielle et génie des matériaux. Avec ce dispositif, on a utilisé deux méthodes d'analyse différentes. La première, c'est la voltammétrie cyclique, qui consiste à imposer un balayage linéaire aller-retour en potentiel et de suivre l'évolution de l'intensité en fonction du potentiel. La deuxième technique utilisée, c'est la chronoampérométrie, qui consiste à appliquer des sauts de potentiel et de suivre l'évolution de l'intensité du courant en fonction du temps. La caractérisation structurale, elle est effectuée, une partie a été analysée au centre de recherche de Boumerdès, alors que l'autre partie va à l'Institut de physique et chimie de matériaux de Strasbourg. L'analyse morphologique des couches minces élaborées a été suivie par un microscope électronique à balayage qui est couplé à un spectromètre EDX du même centre de Boumerdès. Les propriétés mécaniques des couches minces élaborées sont évaluées par deux critères, la microdureté Vickers et la rugosité moyenne arithmétique, RA. La mesure de la microdureté est effectuée par un microduromètre Vickers digital du laboratoire de mécanique appliquée des nouveaux matériaux, et sa rugosité, elle est effectuée par un rugosimètre bidimensionnel du laboratoire de mécanique et structure. La planification expérimentale est tout un ensemble de techniques algébro-statistiques qui consistent à analyser le comportement d'un processus expérimental afin de comprendre et d'améliorer son fonctionnement. Les principales étapes d'une méthodologie d'un plan d'expérience donc sont la première étape qui consiste à bien formaliser le problème, c'est-à-dire définir le problème, se fixer un objectif, définir les limites et contraintes de l'étude, choisir la caractéristique d'intérêt de l'étude, identifier les facteurs de contrôle, leur niveau à tester et pressentir les interactions s'il y a lieu. La deuxième étape, c'est la conception expérimentale, qui est basée sur deux points essentiels. Le choix du type de blanc et l'expérimentation. La troisième étape, qui est la plus importante, c'est l'analyse des résultats, que ce soit l'analyse mathématique ou statistique ou complétée par une analyse graphique. La dernière étape, c'est la validation des résultats de l'expérimentation ou une
combinaison optimale prévisible doit être vérifiable et reproductible, et ceci par des tests de confirmation. La planification des expériences est basée sur deux méthodes principales. La première méthode, qui est la méthode classique unifactorielle, où on fait varier un seul facteur à la fois. Et la deuxième est multifactorielle, où plusieurs facteurs sont variés, ainsi que leur interaction mutuelle est mise en considération. Dans notre étude, on a utilisé deux méthodes multifactorielles, la méthode Taguchi et la méthode MSR. Donc commençons par la méthodologie des plans des surfaces de réponse, qui consiste à modéliser la surface de réponse expérimentale suivant un modèle quadratique établissant la relation entre les paramètres du processus, P, R, T, et les fonctions d'intérêt qui sont dans notre cas les propriétés mécaniques, en particulier la microdureté et la rugosité. Puis chercher l'optimum de cette surface estimée, c'est-à-dire sa nature et ses coordonnées. Et aussi chercher un compromis acceptable dans le cas d'une optimisation multicritère. La deuxième méthodologie utilisée dans cette étude est la méthodologie Taguchi. Donc, il se distingue par la réduction importante du nombre des essais, tout en gardant une bonne précision. Donc, Taguchi, c'est le premier qui a proposé une approche de l'ingénierie de la qualité qu'on appelle conception robuste. Il proposa aussi un catalogue de 18 tables standards qui vont nous permettre de construire des plans sur mesure. Et aussi, il recommande l'utilisation du rapport à scène comme indicateur de la robustesse. C'est l'étape de l'analyse des résultats qui caractérise la méthode Taguchi, qui est basée sur les deux points clés, le choix de la table orthogonale et l'analyse du rapport à scène. Donc la table orthogonale de Taguchi, donc L27, qui est choisie comme la matrice d'expérience à effectuer. Donc l'attribution des facteurs et des interactions aux colonnes de cette matrice, donc elle est effectuée selon le graphe linéaire associé à cette table. Donc notre étude porte sur l'effet de trois paramètres à trois niveaux, le potentiel de déposition, le rapport molaire et le temps de déposition, ainsi que leur interaction sur les fonctions d'intérêt. La configuration expérimentale illustrée sur cette figure, elle marque trois étapes consécutives. Donc la première étape qui est la réalisation des essais, bien sûr, en respectant le plan choisi. L'étape, l'acquisition des données, qui se fait par la collecte des mesures de la microdureté et la rugosité. Et la troisième étape, qui est le traitement et l'analyse des résultats de l'expérimentation. La première partie des résultats obtenus, elle est consacrée à l'étude électrochimique et la caractérisation des couches minces COAG. D'abord, on va vous présenter la codéposition des couches minces COAG et les difficultés rencontrées. Le système COAG est un système complexe et se caractérise par une forte émissibilité selon le diagramme des phases, que ce soit à l'état solide ou liquide. La deuxième difficulté, c'est la grande différence entre les potentiels d'équilibre de ces deux constituants. Selon la classification de Briner, la codéposition du système COAG est de type régulier. Dans ce type de codéposition, c'est le métal le plus noble qui se dépose d'une façon préférentielle sur la cathode. En augmentant le potentiel, le métal noble, qui est dans notre cas l'argent, donc il a une tendance à développer une croissance dendritique qui va automatiquement nous donner des couches minces de mauvaise qualité. En plus, la codéposition des deux métaux est toujours accompagnée d'une adsorption d'hydrogène. Dans ce cas, cette réaction parasite inévitable dans les solutions aqueuses et surtout dans un milieu acide. Donc, comme vous le savez tous, l'effet de l'évolution de l'hydrogène a un effet néfaste sur la structure et par conséquent sur les propriétés mécaniques des couches minces souhaitées. Pour surmonter ces deux problèmes, on doit réduire l'écart entre les deux potentiels des deux métaux. On a pris deux mesures. D'une part, on a diminué la concentration du métal le plus noble afin de réduire son potentiel thermodynamique dans le bain. D'autre part, on a introduit un additif dans le bain qui est le thiosulfate comme agent complexant. Donc, il va réduire dans une large mesure l'écart entre les deux potentiels. Une fois que l'écart est réduit, donc les surtensions des deux métaux
sont rapprochées et la codéposition, elle devient favorable avec sans qu'il y ait absorption d'hydrogène. Et en plus, l'évolution de l'hydrogène, elle sera décalée vers des potentiels plus négatifs. Le comportement électrochimique du bain utilisé sur l'électrode en cuivre, donc, elle est traduite à travers ce voltampérogramme. Donc, au balayage aller, donc, on peut remarquer l'apparition d'un palier de courant de faible intensité aux alentours de moins 0,55 volts, qui est attribué à la réduction des ions d'argent. Puis, une deuxième augmentation du courant qui est attribuée à la réduction des ions cobalt, qui est centrée vers les moins 0,92 volts. À des potentiels plus cathodiques, donc on a une troisième augmentation du courant qui est associée à l'évolution d'hydrogène. Au balayage retour, on observe un pic anodique qui débute et qui est centré à moins 0,11 volts, qui correspond à la dissolution de la couche COAG déjà déposée. Il y a aussi un épaulement aigu qui est dû à l'oxydation du substrat de cuivre utilisé. On remarque également qu'il y a un croisement des branches cathodiques et anodiques qui est le trait distinctif d'un phénomène de nucléation. L'effet de la vitesse de balayage sur la cinétique et la densité du courant est illustré par les voltampérogrammes suivants. Donc, l'analyse de ces voltampérogrammes qui sont obtenus à différentes vitesses de balayage, on remarque bien que, quelle que soit la vitesse de balayage utilisée, les courbes ont la même allure. En revanche, il y a une augmentation de la densité de courant, que ce soit pour les pics cathodiques ou anodiques, et également un déplacement du potentiel des pics. Donc, on voit bien que les pics de réduction se déplacent vers des potentiels plus négatifs, alors que les pics d'oxydation se déplacent vers des potentiels plus positifs. Un tel décalage est généralement associé à un mécanisme réactionnel qui est quasi réversible, c'est-à-dire que notre système COG est semi-rapide. Le tracé de la variation des courants des pics anodiques en fonction de la racine carrée de la vitesse de balayage montre que cette variation est non linéaire. Et la courbe obtenue, elle est de concavité, donc tournée vers l'axe des courants, indiquant que la codéposition des couches minces COAG est limitée par un transfert de charge accompagné d'une absorption. L'effet du rapport molaire sur la cinétique et la densité du courant est illustré à travers les courbes de polarisation suivantes. Donc, pour les trois courbes testées, pour les trois courbes obtenues pour les rapports molaires testés, on observe des croisements des branches cathodiques et anodiques indiquant le phénomène de nucléation. En plus, on a une augmentation de la densité des courants qui est accompagnée par un déplacement des pics d'oxydoréduction. Ce comportement, il traduit l'accélération de la réaction de déposition. Cette accélération qui est donc activée, la réaction de réduction est activée par la surtension de transfert de charge qui est elle-même induite par l'absorption spécifique des anions chlorure présents dans le bain. Le tracé de la variation des courants des pics anodiques en fonction du rapport molaire montre un comportement linéaire, indiquant que la cinétique est fortement influencée par la composition du bain et que la densité du courant, que ce soit des pics cathodiques ou anodiques, est proportionnelle à la concentration. Pour l'étude chronopérométrique, donc les trois courbes transitoires courant-temps obtenues pour différents potentiels, elles présentent relativement le même comportement, un comportement similaire, qui se caractérise par une augmentation de l'intensité du courant jusqu'à atteindre une valeur maximale Imax pendant un temps maximal Tmax, qui est attribué à la formation et la croissance des germes et leur recouvrement. Puis, l'intensité du courant, elle diminue graduellement et converge vers un état stationnaire qui correspond à un courant limite imposé par la diffusion des espèces électroactives présentes dans le bain et qui est décrit par l'équation de Cochrane. L'allure des courbes transitoires obtenues, elle caractérise un
radiation avec croissance tridimensionnelle limitée par la diffusion des espèces électroactives dans le bain.